Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 13e vidéo dédiée à RabbitMQ, et dans cette 13e vidéo dédiée à RabbitMQ, on va s'intéresser aux users et aux permissions. Donc c'est un élément qui est assez important au niveau de RabbitMQ. Au passage, on va revoir 2-3 petites choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, m'aider et m'encourager, et n'hésitez pas également à mettre des pouces bleus, en parler autour de vous et commenter. Alors, déjà avant de commencer, on va revenir sur un point que jusqu'ici je n'ai pas vraiment abordé et je m'aperçois qu'au fur et à mesure, je peux laisser planer éventuellement un petit peu de doute. En fait, quand on utilise RabbitMQ, nous on passe par l'interface graphique pour l'instant puisque ça nous permet finalement de faire des tests sans avoir pour l'instant à toucher à du code. Ce qui se passe, c'est que l'interface graphique est quand même quelque chose de relativement optionnel, si ce n'est pour avoir une vision des choses, pour nous aider à administrer les choses. Néanmoins, quand on se connecte, on n'a pas forcément la nécessité de cette interface graphique. Par exemple, un user qui est dédié à un applicatif, à un producteur ou un consumer de messages, eh bien, il va pas forcément avoir la nécessité d'avoir accès à cette interface graphique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a le cas de figure des utilisateurs, on va dire, graphiques et des utilisateurs non graphiques, sachant qu'il peut bien sûr y avoir un mix entre les deux. Donc, on va poursuivre sur nos utilisateurs. Donc, petit rappel, on l'a brièvement dit, mais par défaut, RabbitMQ dispose d'un user qui s'appelle guest, avec un password guest, et qui a accès au vhost. Donc, on a vu les vhosts, c'est les principes d'isolation, le vhost / par défaut. Donc il est de bon augure, généralement, première chose, de le supprimer, cet utilisateur, dès lors qu'on installe un cluster RabbitMQ ou un nœud simple RabbitMQ, parce que d'un point de vue forcément sécurité, c'est pas forcément terrible. Derrière, qu'est-ce que l'on peut faire éventuellement si on veut créer des utilisateurs par défaut à l'initialisation de notre cluster ou notre simple nœud RabbitMQ. Donc pour ça, on peut le faire directement par un process qui va être d'éditer le fichier de configuration, vous voyez, et avec ce fichier de configuration, on va pouvoir créer un user par défaut et le password associé à cet utilisateur par défaut. Alors attention, c'est vraiment bien avant le premier lancement de RabbitMQ, ce fichier doit contenir ces éléments-là, et à l'initialisation, il va les charger. Après, ce sera trop tard de toute façon. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important dans le process de l'identifier au tout début de l'installation. Ensuite, si on souhaite que cet utilisateur par défaut qui est créé par RabbitMQ, comme par exemple guest, puisse être accessible en dehors du localhost, c'est-à-dire qu'on avait vu que cet utilisateur guest, finalement, si on essaye d'y accéder à distance via cette IP, par exemple, on va pas pouvoir y accéder. Il va être uniquement accessible dès lors qu'on sera sur la loopback, c'est-à-dire en local. Et là, donc, il y a une possibilité de désactiver ce principe d'utilisation du user au niveau de la loopback en ajoutant none. Alors ça, c'est uniquement si on veut que cet utilisateur-là, par défaut, soit accessible. Moi, à aucun moment, pour ce que j'ai fait ici, j'ai eu l'occasion de le faire. Ce n'est pas nécessaire. Alors, comment on rajoute un utilisateur dans RabbitMQ? Donc bien sûr, il y a plusieurs manières. On va pas reprendre toutes les manières comme on l'avait fait lors de la vidéo précédente, mais on a les 3 manières qui sont utilisables, c'est-à-dire la ligne de commande, l'API et l'interface graphique. Alors déjà, par la ligne de commande, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez simple. On va faire un RabbitMQ CTL, et puis de la même manière qu'on a fait du add vhost, on va déjà commencer par faire un add vhost. Et on va rajouter un vhost que l'on va appeler vhost1 par exemple, comme ceci. On a d'ailleurs le list vhost avec un S, voilà. Et on va retrouver les noms des différents vhosts. Donc on n'a que le vhost1, on peut rajouter le vhost2 si on veut, voilà. On vérifie, pas de problème. Donc ça c'est une chose, donc du coup on va avoir le même principe, on va avoir le add on va l'appeler user1 par exemple, notre utilisateur, et là il va nous demander un password. Alors le password, on a plusieurs manières de le transmettre. Vous voyez que là je ne l'ai pas précisé dans la ligne de commande, donc je vais pouvoir rajouter mon password de cette manière-ci. Vous voyez qu'on le voit en clair directement à l'écran. Derrière, alors forcément on a toujours un rappel de RabbitMQ quand on crée un utilisateur, il nous dit surtout n'oubliez pas de créer les permissions qui sont associées à cet utilisateur là, ça tombe bien, on y vient juste après. Ensuite, dans les autres méthodes qui est possible pour pouvoir passer
le password à notre ligne de commande RabbitMQ, on va pouvoir faire un écho de cette manière-ci. Et on va créer un autre utilisateur à ce moment-là, user2. Et là, vous voyez que cette fois-ci, il ne nous l'a pas demandé. Ou sinon, on peut également passer, vous voyez, le password en dernier argument. Donc, on va faire un user3 comme ceci, avec password ici. Et vous voyez, du coup, ça fonctionne très très bien. Alors bien sûr, il faut identifier les choses. Hein. Vous voyez que ici, si on fait un rappel de commande, on va visualiser tout de suite les passwords. Donc, toujours avoir des éléments de sécurité en tête quand on fait ce genre de choses là. Alors on peut lister bien sûr également, donc on va repartir sur notre liste vhost, et bien on va faire un liste users comme ceci, et là vous voyez qu'on voit nos utilisateurs et les tags qui sont associés. Alors quelque chose de très important, il faut différencier les tags des permissions. Les tags, c'est un rôle, et ce rôle, on l'a légèrement évoqué lors de la vidéo précédente, ce rôle est transversal à tout le cluster, c'est-à-dire quelqu'un qui est administrateur comme ici sera administrateur sur tout le cluster. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a les permissions qui sont associées. Derrière, on va avoir donc les permissions. Donc en gros, on va avoir un croisement finalement entre les permissions et le tag qui est finalement un rôle donné pour l'ensemble du cluster. Les permissions, elles, sont associées uniquement verticalement, c'est-à-dire uniquement pour un vhost donné, pas pour l'intégralité des vhosts. Alors que les tags, eux, sont pour l'ensemble du cluster. Ça, c'est quelque chose qui est important également à avoir en tête. Alors on va faire, voilà, on va faire une petite démonstration. Si je fais un set user tags et on va le faire pour notre utilisateur user1 et on va indiquer que celui-ci est administrateur, voilà, comme ceci. Donc là notre user1, on vient de le passer administrateur. Vous allez comprendre tout de suite ce que je viens de dire. Si je fais un list user, vous voyez que effectivement il a le tag administrateur. Je vais me connecter avec mon user1. Donc là vous voyez que je suis Xavki, j'ai tous les droits sur mon cluster, je peux l'administrer, etc. Je vais faire un logout, je vais me reconnecter en tant que user1. Hop, je ne vais pas sauvegarder. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, j'ai effectivement l'accès à l'ensemble de mon cluster, mais c'est pas pour autant que je vais pouvoir faire tout et n'importe quoi sur mon cluster. On va pouvoir faire certaines actions, mais il y a certaines actions, d'autres actions, pardon, qu'on ne pourra pas faire. Par exemple, vous voyez ici, j'ai essayé de créer une queue, donc la queue Q1, ben, j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'on va voir les permissions, donc on va voir les différents niveaux de permission juste après. Donc en gros, on a l'accès à l'ensemble des choses, mais pour autant, on ne peut pas ni configurer, ni forcément lire ou écrire les éléments. Donc ça ne donne pas l'accès total comme un administrateur au sens global. Ça donne vraiment juste la possibilité finalement de pouvoir faire ces choses-là, de pouvoir, on va dire, visualiser ces choses-là tout simplement. Alors revenons, hop, voilà. Donc les permissions, le principe des permissions, alors ça on l'a vu, voilà, le tag management, donc le tag management lui aussi est assez intéressant à voir. Hop. Donc le tag management, lui, son principe c'est simplement de permettre d'accéder, donc on va le faire pour le user 2 par exemple, si on n'affecte aucune permission supplémentaire, comme ceci, donc je peux faire un list users, donc j'ai mon user 2, donc si je me délog, hop, voilà. Donc là c'est un niveau de droit, de rôle, de tag plus exactement, inférieur bien sûr à administrateur, et là quand on se promène, ben, on a encore moins, vous voyez, moins d'éléments possibles, voire parfois comme ici des éléments avec des messages d'erreur puisqu'on ne peut pas accéder à certaines informations. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez important à avoir en tête, c'est que le niveau des rôles va avoir aussi une place assez importante. Alors hop, donc si on en vient en permissions, donc les permissions elles sont définies pour un vhost donné et pour un utilisateur donné. Ils sont cumulables pour autant, c'est-à-dire que je vais pouvoir être un même utilisateur qui va avoir des droits X sur un vhost, Y sur un autre vhost et Z sur un autre vhost. Alors ces droits sont définis avec trois éléments sont définis. Le niveau
configure le niveau read et le niveau write. Ou plus exactement plutôt le périmètre ou les cibles de configure, le cible de read et le cible de write. Alors pourquoi je dis cible? Tout simplement, ça va être quels éléments on va pouvoir, par exemple pour le configure, quels éléments on va pouvoir configurer nous-mêmes avec cet utilisateur-là. Derrière, qu'est-ce que l'on va passer comme élément? On va passer un pattern, et ce pattern va être utilisé pour définir les exchanges et les queues qui vont pouvoir être configurables dans le cas de configure. Dans le cadre de read, ça va permettre de définir à notre utilisateur quels exchanges et quelles queues il va pouvoir lire. Dans le cas des write, ça va être les écritures au niveau des exchanges et des queues qui vont pouvoir être réalisées. Donc pour bien remettre en lien avec le fait qu'on a des applicatifs qui sont là juste pour lire, d'autres juste pour écrire, et donc des utilisateurs qui sont dans ces cas de figure-là également. Donc à adapter en fonction du degré de permission que l'on veut donner. Alors on va se faire un petit exemple. On a déjà un vhost, donc du coup, je vais me remettre Xavkey comme ceci. Donc bien sûr, c'est des choses qui sont configurables et dans l'interface graphique et également dans la ligne de commande. Alors nous, on peut créer un autre utilisateur, donc puisqu'on ne l'a pas fait par l'interface graphique, on va pouvoir créer un nouvel utilisateur. On va faire un add user juste ici. Donc on va créer un user 4 par exemple, avec ici, vous voyez la possibilité également d'indiquer qu'on ne veut pas de password ou qu'on veut un password avec cet utilisateur. Nous, en l'occurrence, on veut un password. On va lui dire que, voilà, on lui rend son petit password. Et derrière, on va pouvoir ajouter également des tags, comme je vous disais, pour l'aspect, pour gérer l'intégralité du cluster. Là, en l'occurrence, on ne va pas forcément lui en mettre, et on va ajouter notre utilisateur. Donc là, pour l'instant, cet utilisateur 4 n'a pas d'accès. Si je clique sur cet utilisateur 4, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai au niveau de mon cluster 3 vhost, qu'on retrouve d'ailleurs si on clique sur vhost ici. Pour l'instant, j'ai pas d'utilisateur non plus qui a des accès à ces vhosts, des droits dessus. Donc ce que je peux faire, c'est soit via les vhosts, soit via les utilisateurs, prendre un utilisateur, par exemple comme ceci, dire que cet utilisateur-là, par exemple, sur uniquement le vhost 1, ce qui va se passer, il n'a pas de droit de configuration. Par contre, il a des droits en écriture et des droits en lecture. Voilà, on va le faire comme ceci. Donc on sauvegarde. Et là, c'est ce qu'on retrouve finalement. Vous voyez, pour l'utilisateur 4, on a bien un droit pour le vhost 1 qui est ceci. Par contre, je peux très bien faire l'inverse. C'est-à-dire que je veux donner des droits de configuration qui vont être... Alors tiens, on va les faire un petit peu plus précis cette fois-ci. Je veux pour le vhost 2, par contre, pour cet utilisateur-là, que cette fois-ci, il ne puisse, on va dire, créer que des éléments, tiens, voilà, on va reprendre celui-ci, que des éléments qui sont compris, qui commencent, donc avec le carotte, comme disent certaines personnes, l'accent circonflexe, le chapeau, qui commence soit par X, soit par Z, et suivi d'autres choses derrière. Et à ce moment-là, si on veut créer ces éléments-là, on va pouvoir le faire, on va pouvoir configurer ces éléments-là, puisqu'on l'autorise à pouvoir le faire. Et de la même manière, ce qu'on va faire, tiens, voilà, on va l'autoriser à écrire aussi et à lire ces mêmes éléments-là. Là, du coup, on a une suite assez logique, c'est-à-dire que on va utiliser les noms des queues et des exchanges pour gérer nos droits et dire que tout ce qui commence par un X, par exemple X underscore quelque chose, va être, par exemple, autorisé pour cet utilisateur-là, ou Z underscore quelque chose va être utilisé pour ce user-là. Donc on l'ajoute comme ceci. On va se reconnecter avec lui, donc on est user 4. Donc si je prends le user 4 comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je ne l'ai pas ajouté. Super. Oui, donc dans les tags quand même, à minima, vous voyez, c'est intéressant.
effectivement, dans les tags à minima, il faut que l'utilisateur ait le droit d'accéder à l'interface graphique. Donc souvenez-vous tout à l'heure, on avait rajouté le tag d'accès à l'interface graphique. On peut le faire soit par la ligne de commande, soit par le biais des tags tout à l'heure. Et là, par exemple, il nous faut à minima, il lui faut des droits sur cette interface graphique. Donc les tags ont vocation à gérer vraiment l'aspect graphique de l'accès, donc le plugin finalement management qu'on retrouve ici. Donc là on est sur l'user 4, on lui donne des droits de management. Donc là si je reviens comme ceci, je vais pouvoir me reloguer et là cette fois-ci voilà ça fonctionne. Hop. Alors effectivement je ne suis pas administrateur user, donc du coup je ne peux pas accéder, alors autre élément important, du coup je ne peux pas accéder puisque j'arrive sur la première page, il faudrait que je puisse arriver, hop, pardon. J'arrive sur la page user. Vous voyez tout à l'heure quand je suis arrivé, pourquoi j'ai eu ce message d'erreur? J'étais sur la page user 4 ici. Ouais, ça va pas le refaire. Ouais, on va pas le refaire. Alors en fait, j'étais sur une des pages par défaut qui était user 4, quelque chose comme ça, ou user 4, je ne sais plus très bien. Et donc en fait, comme j'avais pas les droits le tag d'administrateur, je n'avais pas le droit d'accès à cette page et donc du coup elle m'était refusée. Là du coup ce que j'ai fait simplement que de recharger la page, la home principale. Du coup là maintenant je vais pouvoir travailler. Donc on va tester notre utilisateur. Notre utilisateur, on a dit que dans le vhost 1, je ne sais plus ce qu'on a déjà dit, on va essayer de créer par exemple une queue tout simplement dans le vhost 1. Ici, la queue, peu importe, on va la mettre classique, on va l'appeler Q1, hop, et on va l'ajouter. Et là, vous voyez qu'il nous refuse la création. En fait, de mémoire, il me semble qu'on avait mis configure à vide pour notre utilisateur, et donc forcément, donc les créations nous sont refusées, y compris les créations donc, que l'on avait mis tout à l'heure avec les X underscore, par exemple Q1, qui là, vont nous être également refusés puisqu'on est dans le vhost 1. Idem pour les exchanges. Donc si je veux créer un exchange, que je l'appelle x underscore exchange 1 par exemple, comme ceci, et que je veux l'ajouter, toujours refusé. Donc pourquoi? Parce que j'ai pas de droit de configure dans le vhost 1. Par contre, s'il y avait des queues qui étaient déjà existantes dedans, j'aurais pu les consulter néanmoins, puisque j'ai les accès de read et de write pour l'ensemble des éléments qui sont exchange et queues, puisque j'avais pris le point étoile. J'aurais pu très bien également réduire l'accès à ces éléments-là. Maintenant, si je passe sur le vhost 2 où j'ai pas le même niveau de droit, ben là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux déjà tester si Q2 marche. Et là, fort logiquement, il ne fonctionne pas, puisqu'en fait, on a dit qu'on n'avait pas d'autres droits de configure qu'autre chose qui commence par X ou par Z. Donc du coup, on va faire X underscore Q1, par exemple. Voilà. Hop. Et donc là, je vais créer, et cette fois-ci, hop là, où est-ce qu'il est parti? Ça a dû fonctionner, normalement. X underscore Q1. Je suis pas dans mon vhost là, si. X, on va faire X, ça va être plus rapide comme ça. Ah non, tiens, il me l'a pas pris. Pourquoi me l'a-t-il pas pris? On va se faire un petit logout vite fait. Normalement, j'avais mis le configure pour tous, hein, normalement. Admin user 4 ici, donc on a dit qu'il a les droits sur tout ce qui commence par X et Z. Oui, sur vhost 2 effectivement ça aurait dû fonctionner. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est étonnant. Ça aurait dû fonctionner normalement. Pourquoi il n'y arrive pas, lui? Alors, pof. On va lui rajouter un petit tag en même temps, ce qui va nous permettre d'y voir plus clair également. Oui, alors on est obligé, alors ça c'est un autre élément qui est important, c'est que si on veut faire des modifications sur un utilisateur, on est obligé de
reset, ou en tout cas de confirmer le password en question. Ça c'est une petite parenthèse. Donc on va se reconnecter en tant que user 4 password. Alors ça je dois pas y avoir accès normalement, je suis user 4, parfait. Alors oui, donc maintenant je suis passé admin, donc je peux quand même consulter le niveau des choses. Par contre derrière je vais pas pouvoir faire les modifications qui sont forcément souhaitées. Donc là ce que je vais faire, je vais refaire mon petit test. On va faire x1 par exemple, vhost 2 classique durable, oui. Pourquoi il ne le prend pas? C'est assez bizarre cette affaire. Ah, effectivement. Alors ça c'est une autre astuce, tiens, ça tombe très bien que ça arrive. Alors en fait depuis tout à l'heure, ce qui se passait c'est que j'interrogeais le vhost slash en fait. Alors j'étais resté sur slash et pour autant ça m'empêchait pas de pouvoir, voyez, faire les deux combinaisons à la fois. C'est-à-dire que là je suis sur vhost 2, donc je vais créer par exemple z1. Je suis sur vhost 2, donc cette partie-là est vraiment dédiée à vhost 2. Je add et je vois rien qui ne se passe. Pourquoi? Parce que ici mon interface globalement est définie pour le vhost slash. Donc si je reviens sur vhost 2, je reviens sur z1. Donc voilà, le tag, alors le tag je l'ai rajouté, c'est simplement pour y voir plus clair en même temps au niveau de mes utilisateurs. En l'occurrence là on n'en avait pas besoin, hein, donc je vais quand même le remettre, hein, pour pas vous induire en erreur dessus. Donc si je reviens ici, hop, on va supprimer son tag par exemple à lui, on va juste le remettre à management par exemple, pour accéder simplement à l'interface. Comme ceci, voilà. Donc on va se remettre en simple management. Si je log out, je fais user 4 password. Alors bien sûr, donc là on en revient, vous voyez, à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est dans slash users et lui il a que des accès de management, donc par défaut il n'y a pas accès à cette partie-ci. Derrière, donc si je reviens à Q, on va refaire un petit test, le même test qu'on avait tout de suite, c'est-à-dire que j'étais dans... alors là, oui, du coup, j'ai pas le problème. De base, normalement, j'ai pas le problème. Là, en fait, j'affiche tous les vhosts. Là, je vais me remettre sur vhost 1. Malgré tout, je vais faire une édition sur vhost 2 en rajoutant une queue Z3, par exemple. Là, vous voyez que j'ai pas de modification parce que l'affichage au-dessus correspond à vhost 1. Par contre, si je repasse sur vhost 2, ça fonctionne bien. Même principe pour les exchanges. Pour les exchanges, donc là, si je reste bien sur vhost 2, on va pas le faire 10 000 fois. Je vais préciser donc exchange 1, par exemple, hop là, exchange 1. Et donc là, si je l'ajoute, il va venir se rajouter directement. Donc bien faire attention, hein, surtout, et ça c'est à avoir particulièrement en tête avec RabbitMQ, c'est qu'ici, soit vous avez tous les vhosts, soit vous en avez qu'une partie. Si vous en avez qu'une partie, il faut bien faire attention. Alors, petit élément complémentaire, on peut modifier le nom du cluster aussi, hein. Je crois que je l'ai déjà abordé, mais je vais le répéter, parce que c'est vraiment pas grand chose, mais je vais pas faire une vidéo spécifique dessus. Quand on va dans admin, ici, si on se rend dans cluster ici, vous voyez qu'ici le nom du cluster par défaut c'est RabbitMQ1, par défaut il se met sur le premier nœud, c'est-à-dire celui qui a initialisé le cluster. Ici je peux l'appeler Xavki cluster par exemple. Je vais faire change name et vous voyez que le nom a été changé directement ici. Alors là il garde encore ce nom là, mais il va disparaître par la suite, quoi. Voilà, donc je pense que c'est tout à peu près pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.